Bienvenue sur Histoire cachée, la chaîne où nous explorons les zones d'ombre que l'histoire officielle préfère laisser dans le silence. Je suis Étienne Valmont, et aujourd'hui, nous parlons d'un homme que le monde entier croit connaître. Sur les billets de banque indiens, son visage apparaît depuis des décennies. Dans les discours politiques des 5 continents, son nom est invoqué comme une référence morale absolue. Les dirigeants du mouvement des droits civiques américains, les militants anti-apartheid d'Afrique du Sud, les partisans de la désobéissance civile partout dans le monde, tous se sont réclamés de son héritage. Mohandas Karamchand Gandhi, que ses compatriotes ont surnommé Mahatma, c'est-à-dire la grande âme, est peut-être la figure politique la plus universellement vénérée du XXe siècle. Un homme présenté comme l'incarnation vivante de la pureté morale, du renoncement et de la non-violence. Pourtant, la biographie réelle de cet homme est considérablement plus complexe que ce que la mémoire collective a retenu. Non pas parce qu'il aurait été un imposteur ou un personnage sans mérite, mais parce que la fabrique des icônes fonctionne toujours de la même manière. Elle simplifie, elle lisse, elle efface les contradictions. Et dans le cas de Gandhi, les contradictions sont nombreuses, documentées et souvent passées sous silence. Pour comprendre qui était réellement cet homme, il faut commencer là où tout commence. Dans une famille, une époque et un territoire façonné par la domination coloniale britannique. Le 2 octobre 1869, dans la ville portuaire de Port-Bandar, sur la côte occidentale de l'Inde, naît le 3e fils de Karamchand Uttamchand Gandhi et de son épouse Putli Bai. La famille appartient à la caste des Banias, une caste de marchands et d'administrateurs, et elle jouit d'une position sociale enviable. Le père, Karamchand, occupe le poste de Premier ministre de l'État princier de Port-Bandar, une fonction politique importante à l'échelle locale. Ce détail mérite d'être souligné, car l'image d'un Gandhi issu d'un milieu modeste, qui aurait tout sacrifié pour se consacrer au peuple, ne correspond pas tout à fait à la réalité de ses origines. La maison familiale comptait des domestiques, les ressources permettaient d'envisager des études à l'étranger. L'ascension sociale n'était pas le moteur de cet homme, elle était déjà acquise à sa naissance. La mère, Putli Bai, est décrite par tous ceux qui l'ont connue comme une femme d'une dévotion religieuse exceptionnelle. Adepte du vishnouisme, elle pratiquait des jeûnes prolongés et menait une vie d'une austérité remarquable. Gandhi lui-même écrira plus tard que c'est elle qui a forgé sa conception de la discipline intérieure et du sacrifice volontaire. Cette empreinte maternelle est fondamentale pour comprendre la trajectoire du jeune Mohandas. Il grandira dans une atmosphère où la foi et l'abnégation ne sont pas des idéaux abstraits, mais des pratiques quotidiennes observées à la table familiale. L'enfance de Gandhi à Port-Bandar, puis à Rajkot, où la famille s'installe en 1876, est celle d'un garçon décrit comme timide, introverti, peu porté sur les jeux collectifs. Il préfère la lecture et l'étude. Il souffre, de son propre aveu, d'une peur intense du noir, des fantômes et des serpents. Une anxiété enfantine qui contraste singulièrement avec l'image du leader imperturbable qu'il deviendra. À l'école, ses résultats sont corrects sans être brillants. Rien dans ses premières années ne laisse présager qu'il deviendra l'une des personnalités les plus influentes de son siècle. En mai 1883, alors qu'il n'a que 13 ans, ses parents organisent son mariage avec Kasturbai Makomji Kapadia, une jeune fille de 14 ans issue d'une famille de la même caste. Le mariage arrangé était une pratique courante dans l'Inde de l'époque, et Gandhi ne fait pas exception. Il écrira plus tard avec une honnêteté désarmante qu'il pensait souvent à sa jeune épouse avec désir et impatience, attendant les moments où la tradition leur permettait d'être ensemble. 2 ans plus tard, en 1885, survient un événement qui marquera Gandhi pour le reste de sa vie. Son père est gravement malade, et Gandhi s'occupe de lui nuit après nuit avec un dévouement total. Mais une nuit, il quitte le chevet paternel pour rejoindre sa femme. À son retour, un domestique lui annonce que son père vient de mourir. Gandhi ressentira ce moment comme une faute irréparable, la trahison d'un devoir filial au profit d'une faiblesse charnelle. Il écrira que cette honte ne l'a jamais complètement quitté, et que c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à comprendre la nécessité de maîtriser ses désirs. Voilà l'homme dans sa réalité initiale. Un fils de notable, élevé dans la piété, marqué par un sentiment de culpabilité fondateur
et confronté très tôt aux exigences contradictoires du devoir, de la chair et de la foi. C'est de cette matière humaine, bien ordinaire, que sera taillée l'une des figures les plus extraordinaires du XXe siècle. L'Inde de la fin du XIXe siècle est une colonie britannique depuis plusieurs décennies, mais la présence anglaise dans le sous-continent remonte bien plus loin, au comptoir de la Compagnie des Indes orientales, qui avait progressivement étendu son emprise sur le territoire depuis le XVIIIe siècle, au détriment des puissances françaises, hollandaises et portugaises. En 1858, la couronne britannique avait officiellement pris le relais de la Compagnie, faisant de l'Inde la pièce maîtresse de l'Empire. C'est dans ce contexte de domination coloniale assumée que le jeune Gandhi va tenter de construire son avenir, non pas en s'y opposant, mais en cherchant à y prendre place. À 16 ans, après la mort de son père, Gandhi interrompt ses études supérieures à Bhavanagar après un seul semestre, incapable de suivre les cours dispensés en anglais. Un ami de la famille lui suggère alors une voie plus ambitieuse, partir en Angleterre pour y étudier le droit. L'idée fait son chemin. Pour une famille de notables indiens, former un fils avocat à Londres représente à la fois un investissement considérable et un signal de statut social. Le coût des études dans les Inns of Court londoniens est élevé, et le voyage lui-même représente une dépense significative. L'image d'un Gandhi issu d'une famille aux moyens limités se heurte ici à la réalité des faits. Ses ressources existaient bel et bien. Avant son départ, un obstacle surgit. Les membres de sa caste, les Modh Banya, considèrent que traverser les mers revient à souiller sa pureté religieuse. Un conseil de caste lui intime de renoncer à ce projet. Gandhi refuse. La sanction est immédiate. Il est exclu de sa caste, une rupture sociale aux conséquences potentiellement graves dans la société indienne de l'époque. Sa mère, pour sa part, accepte de le laisser partir à condition qu'il lui jure de ne pas toucher à la viande, à l'alcool, ni aux femmes. Gandhi prête ce serment et embarque pour l'Angleterre le 4 septembre 1888. Il a 19 ans. Sa femme et son fils en bas âge restent en Inde, confiés à ses frères aînés. Pendant les 3 années que durera son séjour londonien, il ne leur écrira pas une seule lettre. Londres le déroute profondément. La ville est immense, bruyante, étrangère à tout ce qu'il connaît. Il tente d'abord de s'adapter aux codes de la société britannique. Il prend des leçons de danse et de français, s'achète des habits à la mode, avant d'abandonner rapidement cette tentative d'assimilation superficielle pour adopter un mode de vie plus austère et plus studieux. C'est à cette époque qu'il découvre le mouvement végétarien britannique, dont il devient un membre actif, et qu'il préside même un temps le club végétarien de son quartier. Cette expérience lui enseigne quelque chose d'important. Une conviction minoritaire peut s'organiser, se structurer et porter sa voix dans l'espace public. C'est également à Londres que Gandhi entreprend une exploration intellectuelle et spirituelle qui façonnera durablement sa pensée. Il lit la Bible pour la première fois. L'Ancien Testament lui fait peu d'effet, mais le Sermon sur la montagne le touche profondément, notamment la promesse que les doux et les artisans de paix sont bienheureux. Il lit aussi la Bhagavad Gita, le texte sacré de l'hindouisme, qu'il n'avait paradoxalement jamais étudié en Inde. Ces 2 lectures forment les 2 piliers d'une réflexion sur la vérité et la non-violence qui occupera toute sa vie. C'est également à Londres que Gandhi rencontre Annie Besant, figure centrale du mouvement théosophique fondé par Helena Blavatsky. Besant est à cette époque l'une des personnalités les plus influentes des milieux progressistes britanniques, militante féministe, libre penseuse, et bientôt grande architecte de réseaux maçonniques au sein de l'Empire. Gandhi mentionne cette rencontre dans ses mémoires de manière particulièrement elliptique, comme s'il cherchait à en minimiser l'importance. Les historiens notent que cette discrétion est elle-même significative, sans qu'il soit possible d'en tirer des conclusions définitives sur la nature de cette influence. En juin 1891, Gandhi est reçu au barreau et rentre en Inde. Il apprend à son arrivée à Bombay que sa mère est décédée pendant son absence, information que sa famille lui avait dissimulée. Le deuil est brutal, d'autant plus qu'il revient avec peu d'expérience pratique du droit et une confiance en lui encore fragile. Il tente d'établir une clientèle à Bombay, mais se révèle incapable d'interroger les témoins en salle d'audience.
la timidité qui l'avait handicapé à Londres ne l'a pas quitté. Il se replie sur Reichscott, où il rédige des pétitions pour un revenu modeste. L'épisode suivant est rarement mis en avant dans les biographies canoniques. Lors d'une tentative de résoudre un litige impliquant un fonctionnaire britannique, Gandhi est accusé d'avoir proposé un pot de vin à un officier anglais. Confronté à cet échec professionnel et moral, il abandonne l'exercice du droit en le qualifiant lui-même de « métier contraire à l'éthique », formulation remarquable dans laquelle il impute à la profession ce qui relevait de sa propre conduite. Ce glissement de responsabilité, discret mais réel, est l'un des premiers exemples d'une tendance que l'on retrouvera tout au long de sa vie. Reformuler les revers personnels en principes universels. En avril 1893, une proposition inattendue lui offre une issue. Un marchand musulman lui propose un contrat d'1 an comme conseiller juridique pour une firme installée dans la province du Natal, en Afrique du Sud. Gandhi accepte sans hésitation. Il quitte à nouveau l'Inde, laissant derrière lui sa femme et ses 2 fils, l'aîné Harilal à 5 ans, le cadet Manilal quelques mois. Ce départ marque le début d'une absence qui durera 21 ans. L'Afrique du Sud de la fin du XIXe siècle est l'un des territoires les plus tendus de l'Empire britannique. Les conflits entre colons britanniques, fermiers boueurs d'origine néerlandaise et populations autochtones s'y superposent dans une violence chronique. La communauté indienne, composée en grande partie de travailleurs sous contrat, amenés dans les années 1860 pour travailler dans les plantations de canne à sucre du Natal, y occupe une position particulièrement précaire. Ni citoyens à part entière, ni protégés par les mêmes garanties que les colons blancs, soumis à des lois discriminatoires qui limitent leurs droits de résidence, de commerce et de circulation. C'est dans ce contexte que Gandhi débarque à Durban au printemps 1893. La brutalité de sa confrontation avec le système colonial est immédiate. Quelques semaines après son arrivée, il est expulsé d'un compartiment de première classe dans un train à destination de Pretoria, malgré un billet en bonne et due forme. Refusant de céder sa place aux passagers blancs, il est contraint de descendre à la gare de Pietermaritzburg, où il passe la nuit sur le quai dans le froid. Cet épisode est souvent présenté comme l'événement fondateur de sa conscience politique. Gandhi lui-même le décrira comme la nuit où il a décidé de ne pas fuir l'injustice, mais de lui faire face. La réaction de Gandhi à cette humiliation est révélatrice de sa manière de penser. Plutôt que d'en appeler à une révolte, il commence à rédiger des pétitions, à organiser des réunions, à écrire dans la presse. En 1894, apprenant que le gouvernement du Natal envisage de priver les Indiens du droit de vote, il renonce à rentrer en Inde et fonde le Congrès indien du Natal, première organisation politique structurée de la diaspora indienne en Afrique du Sud. Son argument central est alors parfaitement loyal à l'Empire. Les Indiens sont des sujets britanniques à part entière, en vertu d'une proclamation royale de 1858, et doivent jouir des mêmes droits que tous les membres du Commonwealth. Cette posture de loyalisme colonial n'est pas une façade. Elle se manifeste de manière concrète et répétée. Lors de la guerre anglo-boer qui éclate en octobre 1899, Gandhi forme un corps de brancardiers indiens, le Natal Indian Ambulance Corps, qui transporte les blessés britanniques à travers des terrains difficiles jusqu'aux hôpitaux de campagne. À l'issue du conflit, Gandhi et plusieurs de ses compagnons reçoivent la médaille de la Reine pour l'Afrique du Sud. Quelques années plus tard, lors du soulèvement zoulou de 1906, il renouvelle l'expérience, levant à nouveau un détachement sanitaire au service des forces britanniques. Sur le champ de bataille, il est cependant témoin d'une scène qui l'ébranle profondément. Des soldats zoulous fauchés par centaines par les fusils britanniques, une violence de masse dont l'asymétrie le trouble sincèrement. Ce qui frappe dans ces années africaines, c'est précisément ce que Gandhi ne fait pas. Tandis qu'il consacre une énergie considérable à défendre les droits de la communauté indienne, pétitions, journaux, associations, procès, il ne manifeste à aucun moment un intérêt comparable pour la situation des populations noires d'Afrique du Sud, pourtant soumises à des conditions bien plus sévères. Les archives et ses propres écrits de l'époque témoignent d'une hiérarchie implicite entre les communautés, dans laquelle les Indiens se distinguent des Africains par leur culture, leur statut de sujet britannique et leur niveau d'éducation. Cette distinction, que Gandhi n'interroge pas,
constituera plus tard l'un des points les plus âprement débattus par les historiens contemporains. En 1906, le gouvernement du Transvaal adopte une loi contraignant tous les Indiens et Chinois à se faire enregistrer et à fournir leurs empreintes digitales. Gandhi entre en résistance ouverte et développe pour la première fois à grande échelle la méthode qu'il nomme Satyagraha, terme sanskrit signifiant approximativement la fermeté dans la vérité. Le principe est simple dans son énoncé. Refuser de se soumettre à une loi injuste, accepter les conséquences légales de ce refus et maintenir à tout moment une attitude non violente à l'égard de l'adversaire. Gandhi sera arrêté à de multiples reprises durant cette période et passera en tout près de 250 jours dans des cellules sud-africaines. La réalité de ces années est cependant plus nuancée que le récit héroïque ne le suggère. À plusieurs reprises, Gandhi négocie directement avec le général Jan Smuts des compromis que ses propres partisans jugent insuffisants, voire trahissons. En 1908, après avoir accepté un accord prévoyant la levée des lois discriminatoires en échange d'une inscription volontaire des Indiens, il procède lui-même à l'enregistrement avant que le gouvernement ait tenu sa promesse. La loi n'est jamais abrogée. La communauté indienne, qui se sent flouée, réagit violemment. Gandhi est roué de coups par des membres de sa propre communauté et hospitalisé. Il refuse ensuite de porter plainte contre ses agresseurs. C'est également durant ces années africaines que des aspects de sa vie privée font l'objet d'interprétations divergentes. Le journaliste américain Joseph Lelyveld, ancien rédacteur en chef du New York Times, publie en 2011 une biographie dans laquelle il documente la relation entre Gandhi et l'architecte allemand Hermann Kallenbach, avec qui il partage une résidence entre 1908 et 1914, sur une propriété que Kallenbach avait lui-même conçue dans la banlieue nord de Johannesburg. Les lettres échangées entre les deux hommes, dont certaines sont citées dans l'ouvrage, témoignent d'une affection profonde et d'une proximité inhabituellement intime pour deux hommes de cette époque. Lelyveld présente Gandhi comme bisexuel. Le gouvernement de l'État indien du Gujarat fait interdire le livre sur son territoire. D'autres historiens estiment que les lettres, bien que tendres, ne permettent pas de conclusion définitive sur la nature physique de cette relation. Les documents existent. Leur interprétation reste débattue. En 1914, après 21 ans passés sur le continent africain, Gandhi quitte l'Afrique du Sud pour ne plus y revenir. Il a 44 ans. Il emporte avec lui une méthode politique forgée dans l'épreuve, une réputation naissante et une vision du monde profondément marquée par la tension entre l'idéal et la réalité de l'empire qu'il a longtemps servi. La figure publique de Gandhi repose en grande partie sur l'idée du renoncement. Renoncement aux biens matériels, aux plaisirs du corps, aux attaches personnelles au profit du service à l'humanité. Cette dimension ascétique de son image est réelle, mais elle a aussi un envers moins glorieux, que ses proches ont vécu non pas comme une élévation spirituelle, mais comme un abandon. Gandhi a eu 4 fils avec Kasturbai: Harilal, Manilal, Ramdas et Devadas. Leur enfance se déroule pour l'essentiel dans l'ombre d'un père dont les convictions pédagogiques sont aussi radicales qu'elles sont contestables. Gandhi considère les écoles et les universités comme des instruments de l'aliénation coloniale, des lieux qui forment des clercs dociles au service de l'Empire, plutôt que des hommes libres et enracinés. En conséquence, il refuse à ses fils l'accès à une éducation formelle, leur enseignant lui-même quelques rudiments de langue gujarati, leur récitant de mémoire des passages de la Bhagavad Gita et de la Ramayana, et leur imposant de longues marches à pied en guise de programme scolaire. Il se vante plus tard de ce que ses fils ne lisent pas les livres, et y voit non pas une lacune, mais une preuve de la supériorité de sa méthode. Les fils, eux, ne partageront jamais cet enthousiasme. Tous 4 exprimeront à des degrés divers leur ressentiment face à cette privation d'éducation, se sentant mal à l'aise dès qu'ils se trouvaient en présence de personnes ayant fréquenté une université. L'atmosphère de la maison familiale est décrite par ceux qui l'ont connue comme pesante, dominée par les sermons moraux et les injonctions à la vertu. Gandhi reconnaît lui-même avoir frappé l'un de ses fils à plusieurs reprises, une fois avec une règle, une autre fois à main nue, dans un accès de colère qu'il justifie après coup par des considérations éducatives. Le second fils, Manilal,
rapporte qu'à l'âge de 10 ans, après avoir oublié ses lunettes au bureau de son père situé à 8 km de chez lui, Gandhi lui ordonna d'aller les chercher à pied. L'enfant parcourut ainsi 32 km dans la journée. Son père nota avec satisfaction qu'il n'oublia plus jamais ses lunettes. Le destin du fils aîné, Hari Lal, est le plus douloureux. Dès l'adolescence, il manifeste une indépendance que Gandhi interprète comme de l'entêtement. Il se marie à 18 ans contre la volonté de son père, qui estimait qu'un homme ne devait pas contracter d'engagements familiaux avant l'âge de 25 ans. Pour se racheter, Hari Lal participe aux campagnes de Satyagraha en Afrique du Sud et est arrêté à plusieurs reprises. Mais la rupture avec son père devient irréversible lorsque Gandhi refuse de l'aider à poursuivre des études en droit à Londres, accordant cette opportunité à un autre jeune homme de la communauté. Hari Lal vit ce choix comme un rejet définitif. Il rédige alors un texte qu'il fait circuler parmi les proches de Gandhi, dans lequel il accuse son père d'imposture, de manipuler ses partisans et de priver ses propres enfants des moyens de se construire. Ce document ne sera jamais publié du vivant de Gandhi. La mécanique de la sainteté veillait à ce que de tels textes ne circulent pas trop largement. Hari Lal dérive ensuite vers l'alcool, les dettes, les maisons de tolérance. En mai 1936, il se convertit à l'islam dans une mosquée de Bombay et prend le nom d'Abdullah. Gandhi lui consacre un article public dans lequel il décrit son fils comme un homme sans morale, qui vit au crochet de ses amis et a abandonné ses enfants. La sécheresse de ce jugement paternel, rendu dans la presse, dit quelque chose sur la nature des relations au sein de cette famille. Hari Lal mourra en juin 1948, quelques mois après l'assassinat de son père, dans le dénuement le plus complet, emporté par la syphilis. L'autre dimension controversée de ces années concerne la manière dont Gandhi interprète et applique son vœu de brahmacharya, le vœu de chasteté qu'il prononce en 1906. Ce vœu, réel dans son intention, donne lieu à des pratiques que ses contemporains eux-mêmes jugent pour le mot singulière. Dans les ashrams qu'il fonde, Gandhi impose des règles strictes de séparation entre hommes et femmes, mais ces règles ne s'appliquent pas à lui de la même façon. Il organise des bains mixtes et des nuits partagées entre jeunes gens des deux sexes dans un cadre qu'il présente comme une épreuve de la pureté. Plusieurs femmes de son entourage proche, dont la sœur de son secrétaire dès ses plus jeunes années, dorment avec lui et l'assistent dans sa toilette. Dans les derniers mois de sa vie, alors qu'il a près de 78 ans, Gandhi partage son lit avec 2 femmes simultanément, sa petite nièce Manu et Abba, la jeune épouse de son petit-neveu. Il présente ces expériences comme des tests de sa maîtrise du désir, affirmant que résister à la tentation en s'y exposant directement est une forme supérieure de discipline spirituelle. L'historien Jitendra Adams, qui a étudié plus de 100 volumes de ses écrits, note que ces pratiques n'ont aucun équivalent dans les traditions reconnues du brahmacharya, et que Gandhi les justifiait en modifiant les règles au fur et à mesure que les critiques se faisaient entendre. Plusieurs dirigeants politiques indiens de l'époque, ainsi que des membres de sa propre famille, expriment publiquement leur désapprobation. Gandhi répond que céder aux objections serait la preuve de sa faiblesse. Ce qui se dégage de ses années intimes n'est ni le portrait d'un saint, ni celui d'un imposteur, mais celui d'un homme profondément convaincu de la valeur absolue de ses propres convictions, au point de les imposer à ceux qui l'entourent, sans jamais véritablement interroger les conséquences que cela entraîne pour eux. Lorsque Gandhi débarque à Bombay en janvier 1915, l'Inde qu'il retrouve n'est plus tout à fait celle qu'il a quittée 21 ans plus tôt. Le mouvement nationaliste a mûri en son absence. Des organisations politiques se sont structurées, des journaux ont été fondés, des grèves ont éclaté, et des réseaux révolutionnaires clandestins ont développé une doctrine du terrorisme politique, inspirée en partie des mouvements anarchistes européens. Le Congrès national indien, créé en 1885 à l'initiative de fonctionnaires britanniques soucieux de canaliser les aspirations des élites indiennes, est devenu une arène où s'affrontent des tendances modérées et radicales. Dans ce paysage politique complexe, Gandhi fait figure d'inconnu, célèbre en Afrique du Sud, mais peu connu dans son propre pays. Son mentor politique, Gopal Krishna Gokhale, lui conseille de ne pas se précipiter, de voyager à travers l'Inde pendant 1 an avant de prendre quelque position publique que ce soit. Gandhi suit ce conseil à la lettre. Il parcourt le pays en train, en 3e classe, observant les conditions de vie des paysans, des ouvriers, des intouchables.
Ce contact direct avec la pauvreté de masse le marque durablement et infléchit sa pensée vers une vision plus rurale et plus radicale de l'émancipation indienne. Jawaharlal Nehru, qui deviendra plus tard son principal héritier politique, décrit sa première rencontre avec Gandhi comme déconcertante. Il perçoit en lui un homme sincère, mais aux idées profondément étrangères à la modernité politique. La première démonstration concrète de sa méthode sur le sol indien a lieu en 1917 dans le district de Champaran, dans le nord du Bihar. Les autorités britanniques contraignent les paysans locaux à consacrer une partie de leurs terres à la culture de l'indigo, au détriment des cultures vivrières, les laissant incapables de payer leur loyer. Gandhi se rend sur place, enquête, collecte des témoignages et organise une résistance non violente qui contraint les autorités à des concessions significatives. La victoire de Champaran est modeste dans son étendue géographique, mais considérable dans sa portée symbolique. Elle démontre que la satyagraha peut fonctionner en Inde, sur des enjeux concrets touchant les populations les plus vulnérables. La même année et l'année suivante, Gandhi applique des méthodes similaires dans le district le Kedah, où des paysans ruinés par une mauvaise récolte réclament une suspension des impôts, puis à Ahmedabad, où des ouvriers du textile réclament une augmentation de salaire. Ces succès locaux lui confèrent une crédibilité que ses discours seuls n'auraient pu lui apporter, et commencent à lui attirer un soutien populaire qui dépasse largement les cercles éduqués du Congrès. C'est dans ce contexte de montée en puissance que survient l'épreuve la plus révélatrice de cette période. En mars 1919, le Conseil législatif impérial de Delhi adopte la loi Rowlatt, qui reconduit indéfiniment les pouvoirs d'exception accordés à l'administration coloniale pendant la guerre, notamment le droit d'emprisonner sans jugement tout individu soupçonné d'activité subversive. La loi est votée contre l'avis unanime des représentants indiens. Gandhi lance un appel à la grève générale et à la désobéissance civile à l'échelle nationale. Un saut qualitatif considérable par rapport à ses campagnes locales précédentes. Il reconnaîtra lui-même que ce saut était prématuré. La population indienne, dans sa grande majorité, n'est pas préparée à la discipline du refus non violent. Des émeutes éclatent dans plusieurs villes. Gandhi qualifie cette erreur de calcul d'himalayenne, sa propre expression qui témoigne d'une lucidité inhabituellement sévère sur ses propres décisions. Il suspend la campagne, ce qui lui vaut des critiques acerbes de la part de ceux qui voient dans ce retrait une capitulation. Puis survient Amritsar. Le 13 avril 1919, plusieurs milliers d'Indiens se rassemblent dans le parc fermé de Jallianwala Bagh, en dépit d'une interdiction de réunion publique. Le colonel Reginald Dyer ordonne à ses troupes d'ouvrir le feu sans sommation sur la foule. Les soldats tirent jusqu'à épuisement de leurs munitions. Les estimations varient, mais plusieurs centaines de personnes sont tuées, dont des femmes et des enfants. Certains se jettent dans un puits pour échapper aux balles. Les issues du parc sont bloquées. Le massacre de Jallianwala Bagh constitue un tournant dans l'histoire de la relation entre l'Inde et l'Empire britannique. Pour Gandhi, il marque la fin d'une illusion. L'homme qui s'était présenté pendant 29 ans comme un loyal sujet de la couronne, qui avait levé des corps de brancardiers lors de 3 guerres coloniales et écrit des lettres fraternelles aux Britanniques d'Inde, commence à parler du Raj en des termes radicalement différents. Il emploie le mot « satanique ». Ce glissement de vocabulaire n'est pas anodin. Il signale une rupture intérieure profonde avec le cadre mental dans lequel il avait jusqu'alors inscrit son action. À l'automne 1920, Gandhi prend le contrôle effectif du Congrès national indien. Il en restructure entièrement l'organisation, créant des comités locaux dans les villes et les villages, élargissant la base militante bien au-delà des seules élites urbaines. Il appelle au boycott des marchandises britanniques, des tribunaux, des écoles coloniales et de toute institution liée à l'administration du Raj. Des milliers d'avocats, d'enseignants et de fonctionnaires indiens répondent à l'appel, acceptant de perdre leurs revenus au nom du principe de non-coopération. Des bûchers de tissus britanniques s'allument dans les places publiques. Le mouvement prend une ampleur sans précédent. Mais en février 1922, dans un village isolé de l'Uttar Pradesh appelé Chauri Chaura, une foule de manifestants attaque et incendie un poste de police, tuant 22 policiers. Gandhi suspend immédiatement et unilatéralement l'ensemble du mouvement national de désobéissance civile. La décision stupéfie ses partisans les plus proches et suscite une incompréhension durable.
Pour Gandhi, le principe est absolu. Une résistance qui dégénère en violence perd toute légitimité morale, quelle que soit la justesse de la cause qu'elle défend. Pour beaucoup d'Indiens, ce jour-là, la sainteté de leur leader leur coûte très cher. Les années qui suivent la suspension du mouvement de non-coopération sont celles d'un Gandhi en retrait apparent. Arrêté en mars 1922, condamné à 6 ans de prison, il est libéré au bout de moins de 2 ans pour subir une opération de l'appendice. Pendant son incarcération, le Congrès national indien se fracture en 2 factions irréconciliables. L'une favorable à une participation aux institutions coloniales, l'autre résolument hostile à tout compromis. Les tensions communautaires entre hindous et musulmans s'aggravent. Gandhi, nommé président du Congrès en décembre 1924, entreprend un jeûne de 3 semaines pour tenter de réconcilier les 2 communautés. Le geste est remarqué, mais ses effets restent limités. Pour une grande partie de la décennie, il se consacre davantage à des réformes sociales, lutte contre l'intouchabilité, promotion du tissu artisanal indien, organisation de communautés rurales, qu'à la confrontation directe avec le pouvoir colonial. Le réveil politique survient en 1927, lorsque Londres constitue une commission de réforme constitutionnelle pour l'Inde, sans y inclure un seul représentant indien. L'offense est perçue comme délibérée à travers tout le spectre politique indien. Au congrès de Lahore de décembre 1929, Jawaharlal Nehru hisse le drapeau indien et proclame solennellement l'indépendance comme objectif immédiat et non négociable. Gandhi, qui avait jusqu'alors défendu l'idée d'un statut de dominion au sein de l'Empire, aligne sa position sur celle de Nehru. La rupture avec le cadre colonial est désormais totale dans les discours. Il reste à lui donner un contenu. Ce contenu, Gandhi le trouve dans le sel. La taxe britannique sur le sel est l'une des mesures fiscales les plus universellement ressenties comme injustes dans l'Inde coloniale. Elle frappe indistinctement les plus pauvres, qui ne peuvent ni l'éviter ni la contester. En interdisant aux Indiens de produire ou de collecter du sel naturellement présent sur leurs propres côtes, l'administration coloniale transforme une ressource élémentaire en instrument de prélèvement fiscal et de dépendance économique. Gandhi perçoit dans cette taxe une métaphore parfaite de la domination coloniale, dans ce qu'elle a de plus concret et de plus quotidien. Le 12 mars 1930, à l'âge de 60 ans, Gandhi quitte son ashram de Sabarmati avec une petite troupe de partisans et entame une marche à pied de 250 km jusqu'à la côte de Dandi sur la mer d'Arabie. Pendant 24 jours, il traverse villages et districts, s'arrêtant pour parler aux paysans, recrutant des marcheurs supplémentaires, transformant chaque étape en événement politique. À son arrivée à Dandi, le 6 avril, il ramasse une poignée de sel sur la plage, geste illégal au regard de la loi coloniale et parfaitement calculé dans sa simplicité symbolique. Des milliers d'Indiens imitent son geste sur l'ensemble du littoral. La désobéissance civile reprend à une échelle nationale. La réponse britannique est maladroite. Des milliers de manifestants sont arrêtés, Gandhi lui-même est emprisonné en mai. Mais la répression ne fait qu'amplifier le mouvement aux yeux de l'opinion internationale et d'une partie croissante du public britannique lui-même. Des journalistes américains et européens couvrent la marche et ses suites, diffusant des images de manifestants pacifiques frappés par des policiers coloniaux. La presse britannique libérale commence à exprimer un malaise croissant face au traitement des Indiens. À la fin de l'année 1930, quelques 60 000 personnes ont été emprisonnées pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile. Gandhi se rend à Londres en 1931 pour participer à une conférence de la Table ronde sur l'avenir constitutionnel de l'Inde. La conférence n'aboutit à aucun résultat substantiel, mais le voyage lui-même constitue un succès d'image considérable. Gandhi choisit de résider dans l'East End londonien, quartier ouvrier parmi les plus pauvres de la capitale, refusant les hôtels confortables que ses hôtes lui proposent. Il visite les villes industrielles du nord de l'Angleterre, rencontre des ouvriers du textile dont les emplois ont été affectés par son appel au boycott des marchandises britanniques. Ces travailleurs, qui auraient pu lui être hostiles, lui réservent un accueil chaleureux. Ils perçoivent en lui non pas un ennemi de leurs intérêts, mais un homme qui combat l'exploitation sous toutes ses formes.
La Seconde Guerre mondiale place Gandhi devant une contradiction que ses principes ne permettent pas de résoudre aisément. Lors du premier conflit mondial, il avait activement encouragé le recrutement de soldats indiens dans l'armée britannique. Cette fois, sa position est radicalement différente. Il refuse que l'Inde participe à une guerre menée par un empire qui lui dénie la liberté. Son argument est d'une logique implacable. Il est absurde de demander aux Indiens de mourir pour défendre la liberté occidentale quand cette même liberté leur est refusée sur leur propre sol. Malgré son opposition, près de 2,5 millions d'Indiens s'engagent volontairement dans les forces britanniques, chiffre qui relativise considérablement l'autorité réelle de Gandhi sur la population indienne, au-delà du cercle de ses partisans les plus convaincus. En août 1942, Gandhi prononce à Bombay son discours le plus radical. Il exige le retrait immédiat et inconditionnel des Britanniques de l'Inde, lançant le mouvement « Quit India » « Quitter l'Inde ». Le lendemain, à l'aube, il est arrêté avec l'ensemble du haut commandement du Congrès. 60 000 Indiens sont emprisonnés dans les semaines qui suivent. Sans direction, le mouvement dégénère par endroits en violence que Gandhi n'a ni souhaité ni anticipé. Les dernières années de sa vie sont assombries par l'échec de sa vision la plus profonde. La partition de l'Inde en 2 États distincts, l'Union indienne et le Pakistan, est décidée à la hâte par les Britanniques en 1947, sous la direction du vice-roi Lord Mountbatten. Gandhi s'y oppose jusqu'au bout, plaidant pour un État unifié dans lequel hindous et musulmans coexisteraient dans un respect mutuel. Nehru et le Congrès acceptent la partition, Jinnah et la Ligue musulmane l'exigent. Gandhi se retrouve seul contre tous. La partition s'accompagne d'un déplacement de population d'une violence inouïe. Plus de 10 millions de personnes traversent les nouvelles frontières dans les 2 sens, et plus d'1 million périssent dans les massacres intercommunautaires qui s'ensuivent. Gandhi multiplie les jeûnes pour tenter d'arrêter les violences, s'exposant lui-même jusqu'à mettre sa vie en danger. Sa défense des musulmans indiens et son refus de cautionner l'hostilité à leur égard lui valent la haine d'une frange nationaliste hindoue radicale qui le considère comme un traître. Des menaces de mort se multiplient. Gandhi les ignore, refusant toute protection, considérant que mourir pour ses convictions serait la démonstration ultime de leur valeur. Le 30 janvier 1948, dans le jardin de Birla House à Delhi, Nathuram Godse s'approche de lui lors d'une réunion de prière, s'incline devant lui et lui tire 3 balles dans la poitrine. Gandhi s'effondre, prononçant le nom de Dieu. Il meurt quelques minutes plus tard. Godse est un nationaliste hindou convaincu qui tient Gandhi pour responsable de la partition et de la faiblesse de l'Inde face au Pakistan. L'ironie tragique étant que Gandhi avait été précisément l'un des rares à s'opposer à cette même partition jusqu'à son dernier souffle. La mort de Gandhi provoque un deuil mondial d'une ampleur rare. Nehru, dans son allocution radiodiffusée du lendemain, dit que la lumière s'est éteinte. Einstein écrit que les générations futures auront peine à croire qu'un tel homme a existé en chair et en os. 2 millions de personnes bordent le trajet du cortège funèbre à Delhi. En quelques semaines, Gandhi devient officiellement le père de la nation indienne. Titre non officiel mais universellement admis, gravé dans le marbre de la mémoire collective avec une rapidité qui dit quelque chose sur le besoin qu'avait la jeune République de se donner un fondateur à la hauteur de ses ambitions. Cette canonisation rapide a eu un coût. Elle a figé une image au détriment d'une compréhension plus nuancée, transformant un homme complexe et contradictoire en symbole lisse et intouchable. Pendant plusieurs décennies, la critique de Gandhi en Inde relevait presque du sacrilège politique. Les livres qui abordaient les aspects moins glorieux de sa biographie étaient interdits dans certains États, leurs auteurs exposés à des poursuites. L'idéologie gandhiste, le gandhisme, s'est constituée en système de pensée fermé, imperméable aux remises en question, gardé par des institutions et des partis politiques qui avaient intérêt à préserver l'image du saint. La réévaluation sérieuse commence dans les années 1990 et s'accélère au tournant du siècle. Elle porte sur plusieurs fronts distincts. Le premier concerne sa position sur les populations noires d'Afrique du Sud. Les archives de ces années africaines révèlent une hiérarchie raciale implicite dans laquelle les Indiens se distinguent des Africains parce que Gandhi considère comme leur supériorité culturelle
et leur statut de sujet britannique. Dans plusieurs textes de jeunesse, il emploie des termes dépréciatifs pour désigner les Africains noirs, et ses campagnes en Afrique du Sud ne manifestent aucune solidarité avec leur combat propre. Cette dimension de sa pensée est aujourd'hui au cœur d'un débat vif, notamment en Afrique du Sud, où plusieurs statues le représentant ont été retirées ou vandalisées ces dernières années. Des universitaires africains font valoir que Gandhi a défendu les droits de sa seule communauté dans un contexte d'oppression qui touchait bien d'autres. D'autres historiens soulignent que ces positions ont évolué et que juger l'ensemble d'une vie à partir de textes de jeunesse comporte ses propres limites méthodologiques. Le deuxième front concerne sa relation à l'émancipation des femmes et aux basses castes. Gandhi a consacré une part importante de son action à la lutte contre l'intouchabilité, rebaptisant les intouchables Harijans, enfants de Dieu, et militant pour leur intégration dans la vie sociale et religieuse indienne. Mais les représentants des castes concernées, à commencer par Bhimrao Ambedkar, leur leader le plus influent, ont toujours rejeté cette approche comme paternaliste et insuffisante. Ambedkar estimait que Gandhi cherchait à réformer le système des castes de l'intérieur de l'hindouisme, plutôt qu'à le démanteler, et qu'il préservait ainsi une hiérarchie sociale fondamentalement injuste, tout en adoucissant les formes les plus visibles. Ce débat entre les deux hommes, vif et documenté, est l'un des plus importants de l'histoire intellectuelle de l'Inde moderne, et il n'a pas trouvé de résolution simple. Le troisième front est celui de l'efficacité politique réelle de la non-violence. Des historiens contemporains font valoir que l'indépendance de l'Inde en 1947 doit davantage à l'épuisement de la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, à la pression des États-Unis hostiles au maintien des empires coloniaux et aux 2,5 millions de soldats indiens qui avaient combattu sous l'uniforme britannique, qu'aux campagnes de désobéissance civile orchestrées par Gandhi. Selon cette lecture, Gandhi aurait été moins la cause de l'indépendance que son visage le plus présentable, celui que les Britanniques pouvaient accepter de négocier en bonne conscience, préférant traiter avec un avocat non violent plutôt qu'avec des révolutionnaires armés. Cette thèse est contestée avec vigueur par d'autres chercheurs, qui soulignent que la mobilisation de masse organisée par Gandhi a profondément modifié le rapport de force psychologique et morale entre colonisateurs et colonisés, et que sans cette mobilisation, la transition vers l'indépendance aurait pris une forme radicalement différente, probablement plus violente et plus tardive. Les deux arguments contiennent une part de vérité, et leur tension dit quelque chose d'essentiel sur la complexité de tout processus historique. Ce qui demeure incontestable, c'est l'influence de Gandhi au-delà des frontières indiennes. Martin Luther King s'est explicitement réclamé de sa méthode pour conduire le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 1950 et 60. Nelson Mandela, qui a consacré 27 ans de sa vie à une prison sud-africaine avant de devenir président de son pays, a cité Gandhi parmi les figures qui avaient nourri sa résistance. Des mouvements de décolonisation en Asie, en Afrique et en Amérique latine ont puisé dans la philosophie de la satyagraha des outils conceptuels qui ont façonné leur propre trajectoire. L'homme qui incarne aujourd'hui l'idée même de la résistance non violente était aussi un père qui a privé ses fils d'éducation, un loyaliste colonial qui a mis des décennies à se retourner contre l'Empire, un militant des droits indiens qui ne voyait pas les Africains comme ses égaux, et un ascète dont les pratiques intimes soulevaient des questions auxquelles il répondait en changeant les règles. Cette complexité n'annule pas son courage, ni la réalité de ses sacrifices personnels, ni la puissance de l'idée qu'il a incarnée devant le monde entier. L'idée qu'il est possible de tenir tête à la force sans y répondre par la force. La question que Gandhi pose à l'histoire n'est peut-être pas celle de savoir s'il était un saint ou un homme ordinaire. C'est celle de savoir si les grandes idées ont besoin d'être parfaits pour les porter, ou si elles peuvent traverser l'histoire portées par des hommes faillibles, contradictoires, et néanmoins capables, dans certains moments décisifs, de choisir la dignité plutôt que la violence. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette histoire sur Histoire cachée. Si ce portrait vous a donné matière à réfléchir, laissez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne. Nous travaillons chaque jour pour vous proposer des contenus que nous avons mis des années à rassembler et à comprendre.